Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité, le bilan sur les inondations. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce un travail sérieux après les pluies torrentielles où Touba a enregistré 200 mm de pluie cette année. Il s'est prononcé à l'issue de la conférence de presse du gouvernement tenue ce vendredi. Dans ce contexte de conférence de presse à suivre, la sortie du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, rassure le G7. En effet, l'intersyndicale envisage une grève le 16 octobre prochain, un mouvement d'octobre rouge balayé par la tutelle qui annonce de grandes décisions du gouvernement d'ici fin 2025 et invite au dialogue. La fièvre de la vallée du Rift continue sa propagation. 18 morts sont enregistrés. Une situation épidémiologique qui inquiète à côté du Mpox. Fatima Touré nous fera le point. Et puis, le Sénégal bat le Soudan-Sud par 5-0, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous serons avec Mamadou Ndiaye, notre envoyé spécial à Juda sur cette victoire et le prochain match prévu contre la Mauritanie. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Tout d'abord, cette information sur l'ancien maire de Guédiawaye Alioune Sall et son épouse qui ont comparu ce vendredi devant le juge d'instruction du pôle judiciaire financier. Le couple a proposé une caution solidaire de 240 millions de francs CFA pour obtenir une liberté provisoire. Selon nos informations, les juges ont préféré renvoyer leur décision à lundi prochain, le temps d'examiner le dossier beaucoup plus en profondeur. Une affaire très suivie par l'opinion, tant par la dimension politique du nom Sall que par les enjeux de transparence dans la gestion publique. Et la transition est toute trouvée pour parler de la convocation de dignitaires et de proches du régime précédent par le pôle judiciaire financier qui relance le débat politico-judiciaire. Si l'institution financière respecte l'orthodoxie des procédures, la fuite des procès-verbaux intrigue l'association de défense des droits de l'homme suivant ce dossier signé Pape Djibril Gueye et Diafar Abba. La convocation d'Alioune Sall, frère de l'ancien président Macky Sall, relance le débat sur la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Des voix autorisées officielles l'expliquent par le fait qu'il y a eu un stock assez consistant de rapports qui n'ont pas été traités et qui aujourd'hui ont été transmis à la justice par le biais du procureur financier et qui met la pédale un peu sur l'accélérateur. Selon Baba Karba, l'institution financière respecte toute la procédure. Il sera très difficile d'émettre un quelconque reproche ou même des critiques sur la procédure utilisée par la CENTIF pour la production de ces différents rapports. La procédure devant la CENTIF, c'est une procédure inquisitoire. La procédure n'est pas contradictoire. Souvent, on entend des gens cités dans les rapports se demander pourquoi la CENTIF n'a pas requis leur avis avant même la production de ce rapport. La CENTIF est un service de renseignement, la CENTIF n'est pas une unité d'enquête. Donc la CENTIF n'a pas besoin de requérir votre avis et conformément à la loi avant la production de ces rapports. Et l'autre élément qu'il faut soulever est que une fois que le rapport est transmis au procureur, le procureur est dans l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. Si la CENTIF est exempte de reproches, concernant le respect des procédures, la confidentialité des auditions de prévenus est souvent bafouée. Oui, on peut dire que leurs droits sont respectés, sauf qu'il y a deux choses. Tout ce qui se passe dans ces dossiers-là, le plus souvent le lendemain se retrouve dans la presse. Ça, c'est un problème, c'est une violation de leurs droits qui est systématique. Deuxièmement, ce que nous avons dénoncé dans l'ancien régime, on le retrouve maintenant. Ça veut dire souvent des personnes que l'on va accueillir souvent sans leur envoyer des convocations, ou on vous donne une convocation qui vous demande de déférer immédiatement à la convocation des réceptions. Ça, c'est une façon de venir vous prendre, mais de manière déguisée.
parce que le plus souvent, ceux qui amènent la convocation ne partent même pas, ils vous attendent à la porte tout en sachant qu'ils vont vous suivre pas à pas jusqu'à la DIC ou à la gendarmerie. Rendre la justice est une chose, mais la perception en est une autre. D'où l'importance pour le parquet financier de communiquer avec l'opinion publique. Il appartient aujourd'hui au parquet financier de communiquer sur les tenants et les aboutissants de ces dossiers. La loi permet aujourd'hui aux procureurs financiers de tenir des conférences de presse. Je pense qu'aujourd'hui, l'opinion a besoin de savoir sur les tenants et les aboutissants de certains dossiers. Pourquoi telle caution a été acceptée et pourquoi l'autre caution a été rejetée, pourquoi telle personne a été mise sur mandat de dépôt, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est les éléments du dossier que le procureur doit mettre sur la table, que le procureur doit en tout cas mettre à la disposition de l'opinion. À ce rythme des convocations, le parquet financier risque d'être débordé. Le renforcement des moyens humains et logistiques est nécessaire. Une justice équitable doit être rendue dans des délais raisonnables. L'actualité, c'est aussi les inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement tire le bilan hivernal 2025. Diourbel a enregistré cette année des pluies torrentielles avec 200 mm de plus cette année, plus particulièrement à Touba où les inondations ont causé de nombreux dégâts. Bakel a fait de son mieux. Voici le ministre Cheikh Tidiane Dièye au sortir de la conférence de presse tenue ce vendredi. La région de Diourbel a enregistré cette année-ci une pluviométrie très dense. Contrairement aux années précédentes, la région a reçu 200 mm de plus. On a constaté une fréquence de pluie très relevée. Les eaux stagnent dans les quartiers, quel que soit le réseau. Les cuvettes constatées à Touba sont des problèmes majeurs. Elles causent des inondations dans la localité. Des quartiers comme Kausara, Fall, Feto ont été inondés parce que quelqu'un a remblai l'espace qui permettait les eaux de pluie de ruisseler et traverser plusieurs quartiers. Il faut également corriger certains bassins de rétention. Mais à Touba, l'action humaine est la principale cause, on peut dire. Le gouvernement avait tout fait pour éviter des inondations à Touba. Pour évoquer le cas de Bakel, le gouvernement a fait son mieux. Toujours sur les inondations à Matam, les sinistrés semblent laisser à leur compte. L'heure est au recensement après une baisse des débits de lâcher du barrage de Mandantali. Plus de détails avec Ali Bandelnian et plutôt Ali Bandelnian tout court. Malgré la tendance baissière des débuts du barrage de Manantali, tout comme le niveau des côtes du fleuve Sénégal, les eaux de la crue continuent d'envahir le Dandemayo. De Kanel à Matam, de nombreuses familles sont déjà sinistrées. Dès le début du recensement, plus de 128 familles ont été identifiées à Kanel et plus de 350 familles autres dans le département de Matam. Des familles entières qui ont pratiquement tout perdu avant d'être chassées de ces ailes. Dans cette liste, il faudra bien ajouter les dégâts au niveau des aménagements hydro-agricoles. Déjà, un peu plus de 2000 hectares sont complètement engloutis. Il s'agit là des périmètres rizicoles en pleine campagne hivernale. Malgré la réaction des techniciens de la SAED qui avaient tenté de réhabiliter certains périmètres, forte pression des eaux de cette crue exceptionnelle ont beaucoup facilité la dégradation des systèmes de canalisation, des aménagements, au point que les riziculteurs ont fini par perdre tout espoir. Cette crue exceptionnelle n'épargne pas les réseaux routiers avec le pont de Horefondé englouti depuis des jours, tout comme le radier à la sortie de la piste de Ndouloumadi, inaccessible depuis 4 jours. Cependant, malgré l'ampleur du sinistre et les autres dégâts de cette crue exceptionnelle du fleuve Sénégal, l'aide et l'assistance du gouvernement se font toujours attendre. L'absence notoire des autorités gouvernementales au sujet de nombreuses interprétations des populations, gagnées pour la plupart par le sentiment d'être laissées à elles-mêmes. Nous vous le disions en titre, le G7 envisage une journée de débrayage ce 15 octobre suivi d'une grève le 16. Ces syndicats d'enseignants dénoncent le non-respect des accords signés par l'État relatifs à leur plateforme revendicative. Voici Amidou Djedjou au micro de Abdoulaye Patéane. Cette décrète le plan d'action d'alerte suivant. À partir du 8 octobre, un mois d'octobre rouge avec port de brassard dans tous les établissements scolaires. Le 15 octobre 2025, à partir de 9h, débrayage. Et enfin, le 16 octobre, grève totale.
Nous appelons tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation et au respect strict du mot d'ordre pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Le G7 tient à manifester sa solidarité et sa compassion aux populations des départements de Bakel, Matam, Kanel, Podor en général et aux élèves et enseignants impactés par la crue des eaux du fleuve en particulier. Et invite le gouvernement à prendre les mesures idoines face à la progression inquiétante de la fièvre de la vallée du Rift et de la maladie Mpox. Le G7 exige du gouvernement que toutes les dispositions soient prises pour protéger l'espace scolaire. La révision du statut des enseignants non fonctionnaires, communément appelés décisionnaires, par la signature immédiate des projets de décrets modifiant les décrets 2006-392, 74-347. L'arrêt systématique de la surimposition des rappels dus aux enseignants. La convocation sans délai du comité de suivi des accords, la redynamisation du comité de suivi des accords, le parachèvement de la formation diplômante universelle des enseignants, le versement par les banques des prêts DMC aux ayants droit, l'ouverture de négociations sur les questions émergentes. Au-delà des points susmentionnés, le G7 fustige l'inertie constatée dans le cadre de la matérialisation des accords portant sur l'habitat social, les cotisations sociales des contractuels, le processus de digitalisation des actes et procédures de la fonction publique, le paiement des indemnités aux intervenants extérieurs des CRFPE. Face à cette menace de l'intersyndicale, le ministre de l'Éducation nationale appelle le G7 à surseoir son mot d'ordre de grève. Moustapha Guirassy annonce d'importantes décisions prises par le gouvernement pour vider l'affaire d'ici janvier 2026. Le ministre de l'Éducation invite l'intersyndicale à ne plus parler d'octobre rouge. Le voici au micro de Modou Fall. J'ai entendu le G7 décréter un octobre rouge. Mais je pense qu'il ne sera pas seul. Il va le célébrer avec le gouvernement parce que nous sommes les premiers à décréter le rouge puisque nous avions trouvé ici une situation difficile. À l'époque, nous l'avions dénoncé. La décision et la directive ont été très claires. C'est vider cette affaire avant le 1er janvier 2016. Le décret sera signé dans les jours à venir pour aller dans le sens de rendre effective la directive, ce qui est une excellente nouvelle pour tout le pays et pour tous les enseignants. Je leur demande d'enlever le rouge puisqu'une décision a été prise. Il faut également rappeler tout le sens du pacte social qui doit être axé sur la solidarité nationale. Les rentrées scolaires s'effectuent souvent dans un contexte économique difficile. L'achat de fournitures scolaires reste un véritable casse-tête. Beaucoup de parents d'élèves ainsi des acteurs de la protection des enfants sont partis à la rescousse des élèves dans le monde rural. Voici Joseph Zalé au micro de Abdoulaye Diallo. Ce projet de parrainage est un projet qui mène des activités au niveau des écoles pour soutenir la qualité de l'éducation, en mettant en place des paquets de services comme les constructions des classes, comme la mise en place des points d'eau dans les écoles, comme également la remise des kits scolaires pour les enfants pour améliorer la qualité et lutter contre les déperditions scolaires. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une cérémonie spéciale de remise des kits scolaires aux enfants des 10 écoles de parrainage. Aujourd'hui, ce lancement constitue un point de départ et la semaine prochaine, nous allons remettre 1800 kits scolaires dans les 10 écoles du parrainage pour permettre à chaque élève de ces écoles-là d'avoir le matériel nécessaire pour pouvoir continuer la scolarisation pour l'année 2026 et 2027. Pour terminer, je dirais qu'avec la présence des autorités ici présentes, le sous-préfet qui nous accompagne, l'IF du département de Médina Yoro Foulah, nous travaillons la main dans la main pour régler les questions d'égalité des chances pour tous les élèves dans nos zones d'intervention, plus particulièrement dans les zones de parrainage que sont les communes de Ndorna et de Bourou. Je voudrais dire que EDICO est une ONG internationale de développement et d'action humanitaire. Nous travaillons dans 3 secteurs, dans 3 domaines principaux, que sont l'éducation de qualité, la protection des enfants et la participation des enfants et des communautés.
C'est dans le domaine de l'éducation que nous intervenons avec le projet parrainage que nous mettons en œuvre aujourd'hui dans 10 écoles dans les communes de Ndorna et de Bouroukou. Face au retard de salaire, le syndicat des travailleurs des aéroports du Sénégal élève la voix. Il dénonce la détérioration de leurs conditions de travail et la perte de certains acquis. En brassard rouge ce vendredi, ils alertent sur les risques qui peuvent découler de la situation sociale délétère. Reportage Aminata Mbarisso et Alun Diagne. Situation inédite dans les aéroports du Sénégal. Ces travailleurs en brassard rouge réclament le paiement de leur salaire. C'est qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point de non-retour, c'est-à-dire que nos salaires jusqu'à cette date, jusqu'à l'heure où nous parlons, ne sont pas versés. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, les travailleurs de AIBD SA, aucun travailleur n'a pu inscrire ses enfants, n'a pu payer ses locations, sa location, n'a pu acheter donc des fournitures pour ses enfants. Encore moins payer le logement et autres dépenses assujetties au salaire. C'est extraordinaire. Ce sitting, énième plan d'action de ces travailleurs des aéroports, ils dénoncent les conditions de travail qui deviennent de plus en plus précaires à l'AIBD SA. Cela, c'est la goutte d'eau qui fait déverser le vase parce qu'avant les salaires, il y a un problème criard au niveau de AIBD qui reste toujours latent, c'est-à-dire l'harmonisation des traitements au niveau des aéroports, ce qui crée une injustice totale, inédite et sans aucune explication. Les autorités, toutes les tentatives que nous avons faites pour essayer de les joindre, pour en savoir davantage, sont restées vaines. Si ce n'est des projets qui sont bloqués, qui n'avancent plus, c'est des salaires qui ne sont pas payés, ou des indemnités qui ont été coupées sans décision, dans l'illégalité totale. C'est la précarisation, la paupérisation des travailleurs de jour en jour au niveau de AIBD SA. Le syndicat alerte également sur les risques qui peuvent découler de cette instabilité sociale. Ils appellent leur ministère de tutelle à prendre en compte leurs préoccupations et à régulariser les salaires. À défaut de cela, ils annoncent un mouvement national qui risque de paralyser toutes les plateformes aéroportuaires du Sénégal. Nous vous le disions en titre, la fièvre de la vallée du Rift continue de tuer au Sénégal. 18 cas sont enregistrés sur 140, une hausse notée en l'espace de 24 heures, une progression inquiétante de l'épidémie, particulièrement à Saint-Louis où la région reste l'épicentre. Parallèlement, la variole de singe demeure sous surveillance à Dakar avec 6 cas confirmés. Le point avec Fatima Touré. Le Sénégal enregistre 18 décès liés à la fièvre de la vallée du Rift sur un total de 140 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans son dernier point de situation arrêté au 9 octobre 2025. Cette hausse du nombre de morts ravive les inquiétudes autour de la propagation du virus, particulièrement dans le nord du pays. La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 130 cas recensés et 91 guérisons. Le district de Richard Toll concentre à lui seul 74 cas, suivi de Saint-Louis 44 cas, Dagana 8 cas, Pété 2 cas et Podor 2 cas. D'autres régions sont également concernées, mais dans une moindre mesure. Louga 4 cas, Matam 5 cas et Fatick 1 cas. Pendant ce temps, la situation du mpox variole du singe reste stable. Depuis le 22 août 2025, 6 cas ont été confirmés à Dakar, dont un guéri. Aucun décès n'a été enregistré. 5 personnes ont terminé leur suivi médical, tandis que 67 autres demeurent sous surveillance. Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures de prévention, notamment la protection contre les piqûres de moustiques et la manipulation prudente des animaux d'élevage. Les relais communautaires et agents de santé sont à pied d'œuvre pour renforcer la sensibilisation dans les zones à risque.
Ce 10 octobre est célébrée la journée mondiale de la santé mentale, occasion pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis d'engager une dynamique de réflexion et d'action concertée pour prévenir des cas de suicide. Le directeur de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport propose la réduction de la durée de la scolarité à une certaine tranche. Plus de détails avec Ousseynou Diop Abibsek. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a célébré la Journée internationale de la santé mentale en organisant des séries de sensibilisation destinées aux étudiants des différentes UFR. Le campus social est parfois confronté à ce genre de problèmes, notamment des cas de suicide. Pour le directeur de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport de l'Université Gaston Berger, la communauté doit écouter les personnes qui souffrent en silence. Mais il faut prévenir. Il faut voir que dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux, dans nos bureaux, dans nos administrations, il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui se taisent. Et vraiment, il faut de l'écoute, il faut aussi de la prise en charge. Présentement, le Sénégal compte moins de 40 psychiatres, ce qui constitue un réel problème pour prendre en charge toute la population. Un programme de formation de 500 étudiants sera lancé d'ici décembre pour soutenir la population avec le programme Santé mentale mobile SMS. La réduction de la durée de la scolarité des enfants est également réclamée par les acteurs. En réduisant le temps passé à l'école, il faudrait qu'on change notre système en réduisant la durée de scolarité et en les accueillant à l'université à partir de 15-16 ans. La gestion de la santé mentale est la clé du futur, selon la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Zelma Nobré Fassinou. Vous savez, quand je prends moi la santé mentale, on pense aux fous. On pense à ceux qui ont des habits déchirés, à ceux qui sont déprimés, mais ce n'est pas ça. Lorsque même quelqu'un a le palu et que psychologiquement il ne se sent pas bien, il ne peut même pas accepter d'abord qu'il a le palu avant d'aller se soigner. Donc, la santé mentale, c'est le cœur même de notre développement. L'année dernière, un étudiant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'était suicidé dans sa chambre. La mort de Matar Diagne avait suscité une vague d'émotions. Depuis cette date, les autorités de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont pris à bras le corps la question de la santé mentale. Il faut aimer vos yeux, c'est le thème de la journée mondiale de la vue célébrée hier jeudi au Sénégal. L'accent est mis sur la sensibilisation chez les élèves dans ce contexte d'ouverture des classes. Les autorités alertent sur l'usage abusif d'écrans. C'est un reportage signé Pape Faragning Ahmadouba. Selon des études, d'ici 2050, plus de la moitié de la population du monde auront la myopie. Pour limiter les dégâts, il faut une sensibilisation à la base, surtout chez les élèves qui sont souvent en contact avec les écrans. C'est un apport pour l'école et nous avons toujours besoin de ces bonnes volontés à l'école qui viennent pour dans un domaine ou dans un autre. Aujourd'hui, on parle de vue, on parle de sensibilisation sur la vue. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vue. Et les enfants, on s'en rend compte tout le temps, ont des problèmes de vue sans pouvoir en parler, sans pouvoir s'exprimer pour dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, le message que nous lançons, c'est de permettre à tout un chacun déjà d'aller voir sa santé visuelle. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que mieux voir peut changer une vie. Le plus dangereux, ce sont les enfants qui jouent en longueur de journée avec les téléphones. Cela peut impacter négativement sur leur avenir. Par rapport au nombre de gens qui sont dans les utilisations des téléphones et tout ça. Donc, parce que gis nañ ne xalé yu bari dañoo commencé di téla utiliser ay téléphone té lolu baxul ci ñom. Té bu ci gëna bon moy xalé bi nga xam day utiliser téléphone ba nelaw ak mom. Les parents sont interpellés pour des consultations régulières pour les enfants. Nous interpellons les parents, mais aussi et surtout les maîtres et les maîtresses qui sont dans les classes et qui doivent jouer le rôle d'observateur, même pour ces enfants-là, pour voir si tel ou tel élève a un problème, pour voir de loin, de près, etc. Déjà pour permettre à tout un chacun de détecter les anomalies ou bien les défauts visuels qu'il peut avoir. Donc il est important que chacun puisse s'occuper de sa santé visuelle parce que la vue elle est très importante. En cette journée mondiale de la vue, l'accès a été mis sur la sensibilisation sur les établissements scolaires afin de conscientiser les élèves sur l'importance de la santé des yeux pour un excellent apprentissage.
Et nous parlons de la poulpe qui se fait de plus en plus rare sur nos côtes. Ce mollusque, source de revenus de nombreux pêcheurs, est pris en compte par le comité local de la pêche artisanale en partenariat avec le projet ONG. Une immersion de 2000 pots de poulpe est activée dans le cadre du programme Prakoy. Rufisque Abdou Diouf Diagne. Une espèce à forte valeur économique et très prisée sur les marchés étrangers se fait de plus en plus rare sur nos côtes. À Yen, le comité local de pêche artisanale a procédé à l'immersion de 2000 pots de poulpe, une opération menée à un moment propice puisque le mois d'octobre favorise leur reproduction, selon le coordonnateur du CLPA de Yen Dialaw. Nous immersons les pots au niveau des zones de production, mais aussi on immerse ça dans les périodes où les poulpes se reproduisent. Parce que la recherche a montré vraiment que c'est au mois de septembre et octobre que la poulpe se reproduise. Donc c'est à cause de ça que nous avons choisi cette date. Comme vous le savez, la poulpe, vraiment, c'est une espèce très lucrative du plan financier. Il suffit d'attraper 2 poulpes tout simplement pour pouvoir gagner quelque chose. Un appui rendu possible grâce au soutien de l'ONG Project. Son président Alassane Pouy invite d'ailleurs les acteurs de la pêche au respect du code de la pêche. Le CLPA, sur le financement du projet, effectue des surveillances participatives en mer, mais également sur terre, pour sensibiliser les communautés sur la préservation des ressources, sur le respect du code de la pêche, sur les bonnes pratiques de pêche. C'est important. Parce qu'on dit les ressources halieutiques ne sont pas des ressources infinies. C'est des ressources, si nous n'apportons pas une gestion rationnelle participative, on risque vraiment de mettre nos vies en péril. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de résilience et d'autonomisation des communes côtières. Elle vise à renforcer, sensibiliser et impliquer près de 300 acteurs locaux dans une gestion durable et responsable des ressources marines. Sur l'actualité sportive, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal a livré une prestation aboutie à Djouba, s'imposant 5-0 face au Soudan du Sud et confortant sa place de leader du groupe B. Retour sur la victoire des Lions au Soudan avec Mamadou Ndiaye. C'est dans un stade de 7000 places, sur une pelouse synthétique et sous une chaleur accablante que les Lions ont affronté le Soudan du Sud. Dès le coup d'envoi, le Sénégal a imposé son rythme et multiplié les offensives. À la 29e minute, Ismaïla Sarr, de retour après plusieurs semaines d'absence, ouvre le score, permettant aux Lions de mener 1-0 à la mi-temps. Change so in an instant. One back by Leman. Ndiaye puts the ball in, and there's the opener. En seconde période, la domination sénégalaise s'accentue. À la 54e minute, Sadio Mané profite d'une erreur du gardien adverse sur un centre précis d'Iliman Ndiaye et inscrit le but du break. Yes, it is. A slip nearly costing him, but Sadio Mané got the job done in the end. Senegal's all-time top scorer adds another to his tally and doubles. Peu après, Ismaïla Sarr signe son doublé, renforçant l'avance des Lions. But force home, and this time it will stand into Teranga. In total control of both this match and Group B. Nicolas Jackson transforme un penalty obtenu par Sadio Mané pour porter le score à 4-0. Jackson steps up and slots home a fourth for Senegal. En toute fin de match, Chérif Ndiaye, entré en cours de jeu, conclut le festival offensif avec une reprise puissante servie par Cheikh Tidiane Sabaly, scellant le score 5-0. On a confondu à un moment vitesse et précipitation. On devait garder le ballon et faire tourner, comme je l'ai dit, comme on l'a fait en deuxième mi-temps, dicter le rythme. Et voilà, et comme on l'a pas bien fait, quand on met un plan de jeu, c'est important. Donc si ces choses sont pas été bien faites, on peut souffrir face à n'importe quelle équipe, et on l'a vu sur cette première mi-temps. Mais maintenant, en deuxième mi-temps, ça a été corrigé et ça s'est bien passé. Maintenant, il reste un match où on va essayer de se concentrer et de finir bien chez nous avec une belle victoire devant notre public.
Cette victoire à Djouba prend toute son importance puisque la RD Congo a battu le Togo 1-0 à Lomé. Les Lions devront confirmer face à la Mauritanie ce mardi au stade Maître Abdoulaye Wade pour assurer leur qualification au Mondial 2026. Merci à vous, Mamadou Ndiaye, pour ce compte rendu. Voilà qui met un terme à cette présente édition réalisée par Ibrahima Kane, Jean-Pierre Da Silva, Abdourahmane, Pape Maguette Diakhaté et Chimère Diouf. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. D'ici là, excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.